Donc, un premier texte de quelqu'un, alors qui n'est pas Bruno Canard, dont on parle beaucoup, hein, qui est un chercheur sur les coronavirus, mais qui est du même laboratoire, un collègue qui s'appelle Étienne De Crolly, qui est virologue, qui est directeur de recherche au CNRS, et qui nous a envoyé un texte assez long que je ne vais pas lire en entier, mais où il parle des effets délétères et catastrophiques du management de la recherche par projet sur son activité à lui, c'est-à-dire l'activité principale de l'équipe qui porte sur, je le cite, les mécanismes d'émergence des virus et le développement en particulier de systèmes expérimentaux pouvant aider à comprendre leur machinerie de réplication. Alors, je vais lire un peu son texte, donc de Étienne De Crolly. Donc, après l'émergence du SRAS en 2003, nous avons eu la chance d'être financés pendant quelques années de manière relativement significative sur des projets ANR et européens qui ciblaient le SARS-CoV. Mais petit à petit, l'intérêt pour ce type de recherche s'est étiolé. Nous avons eu de moins en moins de capacités de financement affectées au sujet, au point que lorsque la Covid-19 a émergé, la plupart des projets sur le coronavirus qui perduraient dans le laboratoire étaient portés par des étudiants ou des personnels du laboratoire qui n'étaient pas directement financés sur ce sujet. Nous avons décidé de ne pas abandonner la thématique et continuer à y travailler avec nos fonds propres. Mais brusquement, en 2020, voilà, l'intérêt du financement de la recherche sur le coronavirus s'est avéré et nous avons été amenés à écrire en un temps record un nombre de projets de recherche impressionnants afin de pouvoir financer la recherche sur les coronavirus. Et donc, une des difficultés majeures à laquelle nous faisons face, c'est l'absence de financement récurrent. Notre réactivité au SARS-CoV-2 aurait peut-être pu être meilleure si nous avions eu davantage de financement récurrent et de personnel stable. Nous aurions pu continuer à travailler sur des projets dont nous avions compris qu'ils pouvaient être stratégiques pour faire face à des émergences de nouveaux coronavirus. Autre point, au moment où le SARS-CoV-2 a émergé, la plupart des personnels du laboratoire, hors les chercheurs statutaires, étaient financés sur contrat. C'est l'une des conséquences du désengagement progressif des organismes de recherche, comme l'INSERM et le CNRS, dans le financement des personnels techniques. Et dans ces conditions, il est difficile de repositionner sur une recherche urgente les personnels, doctorants, doctorantes, techniciens, techniciennes, sur les sujets coronavirus, puisqu'ils travaillent sur des contrats de recherche extérieurs pour lesquels il leur faut livrer un certain nombre de résultats contractuellement. Aujourd'hui, les politiques de recherche sont extrêmement versatiles et orientées solutions. Ce qui les intéresse, c'est d'apporter des réponses à des problèmes qui existent, comme en témoignent les appels à projets européens ou ceux de l'ANR. Mais à notre sens, un enjeu politique majeur est de revenir à des systèmes de financement pérennes des personnels de la recherche, notamment techniques, et du fonctionnement des laboratoires. Il ne s'agit pas de dire que le système d'appel à projet est mauvais en soi, mais la recherche fondamentale doit perdurer dans notre écosystème de recherche, et les intérêts de la recherche fondamentale ne sont pas nécessairement directement visibles et compatibles avec des recherches sur projet. Les autorités politiques n'ont pas compris, ou ne veulent pas comprendre, que la recherche est un écosystème. Si on veut avoir une recherche appliquée forte en France demain, il est très important qu'on conserve un écosystème dans lequel la recherche fondamentale constitue le terreau des découvertes. Un dernier point, à budget de recherche constant, des domaines de recherche risquent d'être en concurrence plutôt qu'en complémentarité. Et au sein même de la recherche biomédicale, une partie des fonds qui seront attribués aux recherches sur le coronavirus pourraient ne plus être disponibles pour l'étude d'autres pathogènes. Et il est important que la recherche publique couvre un large ensemble de thématiques qui, un jour ou l'autre, seront intéressantes pour l'ensemble de la société. Une société moderne doit assumer le fait qu'on cherche dans différentes directions, sans savoir pour autant au préalable quelles vont être ou d'où vont venir les avancées majeures. Voilà, donc c'est un extrait du texte de Étienne De Crolly. Parmi les nombreux textes qu'on a reçus, je vais en lire un qui a été écrit par Étienne Balibar, qui est philosophe émérite, ancien professeur de philosophie morale et politique de l'université de Paris-Nanterre. La hâte que met le nouveau gouvernement à reprendre à son compte et à imposer la réforme du financement de l'enseignement supérieur et de la recherche préparée par ses prédécesseurs, comme si ce projet n'avait pas largement fédéré contre lui ceux et celles qui sont censés en bénéficier, et comme s'il ne s'était rien passé en France et dans les universités depuis 6 mois, apparaît comme une véritable provocation.
Il semble qu'au sommet de l'État, on recherche l'épreuve de force et qu'on veuille profiter de ce qui est perçu comme un affaiblissement des capacités de résistance de la communauté universitaire pour lui infliger une défaite en rase campagne. En d'autres termes, le gouvernement traite les enseignants et les enseignantes, les étudiants et les étudiantes, non pas comme les partenaires et les citoyens et citoyennes avec qui et pour qui œuvrer dans l'intérêt de la nation, mais comme un ennemi intérieur qu'il s'agit de mater. Une telle stratégie peut se lire à différents niveaux. Mise en œuvre accélérée d'un projet de société néolibérale pour qui, de même que Margaret Thatcher disait « il n'y a pas de société », on pourrait ajouter « il n'y a pas d'université ». Volonté d'asservissement et d'atomisation d'un service public et de la fonction publique correspondante, perçue comme hostile à l'esprit d'entreprise et à l'impérialisme du profit. Besoin de prendre immédiatement une revanche d'autoritarisme après que la crise du coronavirus a mis en évidence de graves lacunes dans la capacité de gouverner et de prévoir des équipes au pouvoir. Never waste a good crisis, dit un bon mot révélateur qui circule aujourd'hui dans le monde anglo-saxon. Le résultat, c'est que sous prétexte de darwinisme épistémique, comme le dit le directeur du CNRS, un service public entier est menacé de décomposition. Cela vaut du côté de la continuité, de l'universalité, de l'indépendance, de la compétence des enseignants-chercheurs et des enseignantes-chercheuses, et cela vaut du côté des droits démocratiques des étudiants et des étudiantes, donc de la population. Leur droit au savoir, à sa diversité, à sa capacité de faire connaître le monde dans sa totalité. Nous qui portons ce service et en ressentons la responsabilité, nous sommes donc le dos au mur. Et nous n'avons d'autre choix que de nous défendre et de défendre l'université avec l'énergie du désespoir. Non pas pour la figer dans le conservatisme, mais pour en proposer les modernisations et le développement qui en réaffirment le sens. En mon nom personnel, donc celui d'Étienne Balibar, pas le mien, celui d'un enseignant retraité du service public, j'ajouterai simplement ceci. L'université et les corps de recherche qui gravitent autour d'elle nous ont tout donné, malgré les épreuves qu'il y eut parfois à traverser, en termes de conditions intellectuelles et de satisfaction professionnelle. Nous ne pouvons nous résigner à voir nos jeunes collègues et à voir les étudiants et les étudiantes d'aujourd'hui aussi misérablement et indignement traités. Nous sommes à leur côté avec tous les moyens d'expression et toute l'énergie dont nous pouvons disposer. Fin de citation. Et c'est une motion qui est intéressante parce que c'est un laboratoire, le laboratoire de météorologie dynamique, qui travaille sur le changement climatique. Et donc sur un sujet qui est absolument central, absolument actuel. Et malgré tout, il s'oppose, je cite, « Nous nous opposons vigoureusement à la loi de programmation pluriannuelle de la recherche dans sa version actuelle. La prise de position du LMD est dans la continuité du mouvement massif d'opposition initié l'hiver dernier dans de nombreux laboratoires, universités et sociétés savantes, brutalement interrompu par la période de confinement. Le gouvernement, malgré sa promesse d'interrompre les réformes pendant cette période, a poursuivi l'élaboration de la LPPR et la présentera au Conseil des ministres le 15 juillet, mettant la communauté devant le fait accompli. Ce passage en force témoigne de l'empressement du gouvernement à faire passer cette loi, très impopulaire, dans les rangs des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette loi a été faite sans aucune concertation avec les personnels et étudiants et étudiantes, d'une part, et a été désavouée lors de sa présentation au comité technique de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi qu'au Conseil économique, social et environnemental. La LPPR entérine un peu plus la dérégulation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je passe un peu vite. Côté recherche, elle introduit le contrat à durée indéterminée de mission, véritable travestissement du CDI en un sous-CDD. Côté enseignement, elle introduit à bas bruit la logique du tenure track qui retardera encore l'âge de titularisation des enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses. En termes de moyens, cette loi compromet encore l'avenir de milieux de jeunes techniciennes, administratives, ingénieurs, chercheurs et enseignantes-chercheuses dont la titularisation représente la seule politique à même de garantir une recherche attractive et de qualité sur le long terme de la vie partagée des personnels et du CESE. En termes de moyens, la LPPR est largement en deçà des attentes de la communauté qui souffre d'un manque chronique de personnel et d'une pénurie de financement pérenne. Enfin, d'un point de vue plus thématique, en tant que membre d'un laboratoire à la pointe de la recherche sur le changement climatique, nous reprochons l'absence d'ambition environnementale dans le cadre de cette loi et plaidons pour une conduite de la recherche plus consciente de son propre impact environnemental. Le LMD est un laboratoire créé il y a plus de 50 ans, dont le rayonnement international n'est plus approuvé. Il a fondé sa réputation sur le travail de longue haleine
des nombreux personnels et étudiants, étudiantes, doctorantes et stagiaires qui s'y sont succédés. La recherche qui est menée, quoique majoritairement fondamentale, n'en est pas moins connectée à la société par l'implication forte du laboratoire dans la diffusion des savoirs dans et hors les murs de l'université. Par cette motion, le LMD exprime donc collectivement son désaccord vis-à-vis de la LPPR, perçue comme une entrave à sa mission de service public, et affiche publiquement sa solidarité vis-à-vis des autres laboratoires de recherche déjà engagés dans la lutte contre la LPPR. Donc voilà, là aussi c'est qu'un extrait, et c'est une seule motion. Vous avez vu, si vous êtes sur les listes militantes, qu'il y a de plus en plus de laboratoires, alors même qu'on est début juillet, qui se réunissent, au moins virtuellement, pour écrire des motions. C'est dire la mesure de l'urgence qui est ressentie par énormément de personnel, titulaires ou non titulaires, de recherche, ou bien ingénieurs administratifs et techniciens, face à cette loi contre laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui.